Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Bon bah le voilà, hein, il est là, il est devant nous, face à nos yeux, le crack sur le Bitcoin et sur les cryptos. Il n'est pas sorti du chapeau du magicien, on se demandait à quelle sauce on allait être mangé. Et bien voilà, on a été mangé en mode sauce thaï très très piquante. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant du coup? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on se met en dehors? Est-ce que c'est le bear market? Donc je vais étudier toutes ces questions avec vous et vous verrez comment je me positionne par rapport à tout ça et comment j'espère que la communauté, vous allez vous positionner par rapport à tout ça pour éviter de prendre des risques inutiles sur ce marché-là, sur cette classe d'actifs. Et je vais encore sonner l'alerte rouge sur une autre classe d'actifs qui est le marché action. Pour le moment, on n'a cassé aucun niveau, mais c'est chaud, c'est très très chaud et je vous montrerai ça en deuxième partie de vidéo. Alors je prends beaucoup d'avance, hein. D'habitude je fais ce genre de discours que quand les niveaux sont cassés. Là je prends de l'avance de manière à bien préparer psychologiquement la communauté à intervenir comme il faut si on devait casser les niveaux. Donc voilà, j'essaie de faire du travail tel un bon psychologue en amont pour préparer les esprits. Allez, c'est parti. Alors notre cher Bitcoin cette semaine, il a vécu une bonne petite purge, un bon petit crack. C'est pas que c'était prévu, mais bon, on s'attendait à ce que la zone de risque elle soit pile poil, hein, je le rappelle, hein, mais voilà, tous ceux qui ont participé à la semaine sur le canal Telegram, hein, la semaine privée sur les altcoins et le suivi du marché des cryptos, pile poil à ce moment-là. En direct, hein, on parlait de, voilà, j'expliquais qu'on rentrait potentiellement dans la deuxième vague de baisse et que c'était cette vague-là qui allait nous manger. On ne savait pas à quelle sauce, si ça allait être une sauce, on va dire douce piquante ou taille, une sauce extrêmement forte. Dans tous les cas, voilà, c'est parti. On a eu déclaration d'Elon Musk, puis après il y a eu la Chine, puis après il y a eu tous les stops physique, hein, de tous les boursicoteurs qui ont été déclenchés sur les exchangers. Donc ça a créé une espèce de panique à la vente qui en réalité, voilà, c'est les stops qui ont sauté les uns après les autres. Donc ça a été une sauce piquante taille, hein, on va dire, cette vague-là. Mais regardez, pour autant, hein, on est toujours, pour moi, hein, c'est vraiment ce scénario-là. J'en attendais pas plus, pas moins. C'est pour cette raison-là que j'ai pas tenu ma position, hein, que je suis sorti pile poil sur ces niveaux-là après la cassure du wedge, hein. C'est parce que je redoutais que dans le scénario correctif, on aille chercher très très bas. Et le très très bas, c'est pas moins 10, moins 20%, hein. Là, on s'est pris allez, entre le plus haut là et le plus bas, on s'est pris du moins 53%. Donc encore une fois, là, la psychologie, quand on est sorti de ces positions très haut, c'est que là, on n'est pas en train de se dire mince, 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 je me suis fait squeezer, où est-ce que je revends pour arrêter de souffrir? On est plutôt dans la logique cool, 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 où est-ce que je rentre pour reprendre une éventuelle nouvelle vague de hausse? Vous voyez, c'est ça en fait qui permet de rester frais sur les marchés, d'avoir son capital qui est intact et d'être super offensif, d'être super agressif, là où tous les autres, ils sont dans la peur, ils sont dans l'émotionnalité, ils savent plus quoi faire et toute cette douleur, ils attendent qu'une chose, c'est de s'en débarrasser et de revendre leur histoire. Parce que je sais plus où j'avais vu les chiffres, mais en gros là, il y a eu une énorme partie de la population qui a pris les positions sur le Bitcoin ici et ils sont tous en perte et il y en a une grosse partie qui est en levier, qui se sont fait éclater, cramer leur compte d'échangeur, de bourse. Donc voilà, il y a une forte émotionnalité. Donc la situation, elle est ainsi. Maintenant, est-ce que le bull market est terminé? Si vous avez bien écouté toutes les vidéos avant que tout ce bordel se mette en place, mon scénario, il est extrêmement limpide et clair. On est pour le moment dans une consolidation hebdomadaire avec la bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger inférieure qui stabilise. On est venu chercher le bas du canal haussier. Ce canal haussier, il est tracé depuis des mois et des mois. Et bien là, c'est là où tout va jouer. Donc là, le scénario que moi j'espère et que je pense qu'il va se mettre en place, c'est on va stabiliser comme ça
et puis boum, on va repartir. Bon, je vous avoue que j'ai un biais cognitif, c'est que je suis une personne extrêmement optimiste, je suis un trend follower, donc je suis toujours les tendances haussières. Tant qu'une tendance tient sur le long terme, je vais avoir tendance à toujours la suivre et à me dire, ok, là on a une nouvelle figure de consolidation, donc où on est en train de corriger. Il y a beaucoup plus de probabilité dans mon esprit. Mon esprit va toujours voir une consolidation avant un nouveau bull run. Donc ça, c'est de cette manière-là que j'interprète et que je vois les marchés. C'est pour ça que ce scénario-là que je viens de vous dessiner est le plus probable. Enfin, à mon sens. Hein. Mais encore une fois, je ne suis pas objectif là-dessus. Je viens de vous expliquer pourquoi. Je suis un éternel optimiste. Ensuite, deuxième possibilité, eh bien, c'est tout simplement que là, on casse le canal. Et là, ça veut dire tout simplement que le bull market est terminé. Donc c'est pour encore une fois toutes ces raisons, hein, c'est pas pour le plaisir d'entrer et de sortir d'un actif, hein. Je veux dire tous ceux qui ont tenu leur position pendant des mois et des mois là, entre l'été dernier et une sortie ici au mois d'avril 2021, c'est pas pour rien hein, qu'on a pris une position ici, qu'on sort ici, c'est parce qu'on ne sait pas si le bear market est arrivé ou si c'est une simple consolidation. Et personne ne peut vous le dire. C'est pour ça que, mis à part gérer son risque sur ce genre de trade, il y a rien d'autre à faire. Il y avait une phrase qui était publiée par les élèves sur, je sais plus où, sur Facebook, qui disait, alors je vais essayer de pas l'écorcher, je vais la retrouver. Donc voilà, c'était Romain que je salue au passage avec Christophe et toute la clique hein, de spéculateurs LSL. Alors, il y a deux types de personnes qui ne gagnent pas d'argent pendant les bulles. Les sceptiques et les croyants. Donc, les sceptiques n'achètent jamais ou trop tard et les croyants ne vendent jamais ou trop tard. Ceux qui gagnent sont ceux qui regardent les actifs de manière objective, loin de toute passion et qui prennent la viande de la tendance, ou le tofu hein, pour les végétariens. Blague LSL. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette phrase. Celui-là qui vous dit le Bitcoin, ça ne peut que aller à la cave en mode Warren Buffett, il va jamais prendre position. Et puis finalement, quand il va voir qu'il a eu tort, il va commencer à se poser des questions, à se dire ah finalement, il est bien monté le Bitcoin. Finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Allez, on va en rajouter en portefeuille. Il y en a plein des gens comme ça, des gens qui font de l'excellent contenu sur YouTube, qui étaient des grands sceptiques du Bitcoin et qui ont recommandé là à proximité des plus hauts de prendre position sur le Bitcoin, une petite partie du portefeuille, parce qu'ils appartiennent à la première caste qui est la caste des sceptiques. On a maintenant la deuxième caste hein, des grands croyants, des religieux du Bitcoin, qui eux, eh bien là, recommander à leur communauté, s'ils en avaient une à ce moment-là, de prendre position sur le Bitcoin en disant de toute façon ça peut que aller à 1 million de dollars. Et puis boum, le problème c'est que la psychologie, quand on a pris position sur les plus hauts et qu'on a à moins 85%, encore une fois, on ne veut qu'une chose, c'est de se débarrasser de sa douleur. Hein. Garder une plaie ouverte pendant plusieurs années, c'est inhumain. Hein. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, qui rouvre la plaie, qui met un petit peu de sel et qui fait « Ah, ça va? Ça se passe bien ?» Hein, ta petite position sur le Bitcoin là, elle va pas. Bon, de toute façon, t'inquiète, je reviens demain, je vais te faire souffrir. C'est pas possible, ça marche pas comme ça, la psychologie humaine, sauf quand on a un Warren Buffett et qu'on ne voit que les fondamentaux de l'entreprise et on est insensibilisé totalement aux plaies ouvertes avec un psychopathe qui vient nous l'ouvrir chaque jour et mettre du sel. Warren Buffett, c'est l'un des rares investisseurs qui est insensibilisé à ça. Tous ceux qui veulent jouer au Warren Buffett, faites-le, vous verrez si vous faites partie des 1% de psychopathes de la population capable d'endurer ce genre de douleur, qui au final n'est pas une douleur puisque vous êtes un psychopathe, vous n'avez aucune émotion face à ça. Il y en a dans la population. D'ailleurs, les grandes banques, JP Morgan, etc., recrutent ce genre de personnes pour en faire des petits requins de la finance. La problématique, c'est que les 99% restants de la population, c'est-à-dire vous, moi, la plaie ouverte, la stratégie de la plaie ouverte, ça marche pas. Ça fait très mal, c'est très douloureux. Donc à un moment donné, on dit ouais, stop le Bitcoin, poubelle, on laisse la plaie se refermer et on passe à autre chose. Là, c'est exactement la même logique. Hein.
Le croyant, il va vous dire, le religieux du Bitcoin, il va vous dire là, conservez vos positions, ça ne peut que ne faire monter. Sauf que, pas problématique, hein, c'est que si on est vraiment au top du bull market et que là on se tape un moins 80, un moins 90 pendant 2 ans, voilà, il y en a 1% qui vont réussir à tenir la position, les 1% de psychopathes, et les 99% restants, eh ben, ils en voudront à jamais à la personne qui leur a recommandé de tenir la position, et ils vont terminer ruinés. Donc, voilà, dans les deux cas, c'est des mauvais cas, hein. Le croyant et le sceptique, ils se font pas des cadeaux. Ils font pas des cadeaux aux communautés qu'ils ont et qui les suivent parce ils les mettent dans des positions qui sont un peu délicates. Et c'est pour ça qu'à mon sens, être incroyant, c'est très bien. Ressentir de l'euphorie, j'en ai ressenti beaucoup hein, d'euphorie. Je me rappelle ici, là, quand j'ai revendu ma position Bitcoin et que je me suis intéressé aux altcoins, j'ai découvert un marché de bisounours où il y avait des magnifiques trades que j'aurais pu mettre en place au cours des derniers mois, que je n'ai pas mis en place par choix, par conviction, de rester focus à 100% sur ma position sur le Bitcoin du début à la fin, de faire un beau trade parfait et de ne pas avoir tout un tas de parasitage, de prendre des positions à droite, à gauche. Je voulais rester focus et ça a extrêmement bien marché. Problématique, c'est que j'ai ressenti de l'euphorie quand j'ai découvert le marché des altcoins à côté. Je me suis dit, waouh, non mais c'est incroyable, c'est le Walt Disney de la spéculation. Il y en avait de partout, ça explosait dans tous les sens, etc. J'ai regardé des graphes absolument parfaits, des cas d'école, j'étais vraiment dans l'euphorie. Je me suis rendu compte de cette euphorie. Heureusement, mes règles de spéculation m'ont empêché de faire n'importe quoi. Donc, tout simplement, ces règles, elles ne s'inventent pas. C'est de la pratique, on s'éduque, on se forme. Mais si on écoute juste ses émotions, on va être dans l'euphorie, on va faire all-in sur les altcoins juste avant l'écroulement des altcoins. Donc, vous voyez, quand on écoute ses émotions, quand on écoute ses croyances, qu'on soit sceptique ou religieux, dans tous les cas, ça nous amène à des situations indélicates. Donc, la seule solution, à mon sens, c'est on ne refoule aucune de ces émotions, mais par contre, on met au centre de ces interventions, de ces prises de décision, un système qui nous permet de détecter des bulles en formation, de savoir où prendre position et où sortir. Mais à aucun moment, on ne base ces décisions sur des croyances, que l'on soit sceptique ou religieux. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que la plus grande des leçons de ce qui vient de se passer actuellement sur les cryptos, c'est celle que je suis en train de vous donner. Elle a été romancée sous forme d'une blague par les élèves de l'école. Mais tout est dit en fait, tout est dit. Hein. Cette petite blague résumée en 2-3 phrases, elle résume toute l'histoire des pertes humaines sur les marchés financiers au travers des bulles spéculatives. Donc voilà, donc le Bitcoin, je le répète, là, le bas du canal, ce niveau-là, s'il est pété par le bas, hein, le niveau des ventes paniques, là, si on casse par le bas ce niveau-là, à mon sens, c'est fini. Hein. C'est bear market, c'est pas un actif qui va être très intéressant au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Il y aura peut-être un nouveau bull market dans les prochaines années, mais voilà, si on casse ce niveau-là, et ça peut arriver très rapidement, à mon sens, ça va être très compliqué de tout simplement faire ça, hein, de faire tac, puis finalement on revient là, et puis finalement là on fait notre belle petite et on repart vers le nord. Là, il y a vraiment très, très peu de probabilité. Pourquoi ? Parce que le crack, la panique, elle a eu lieu ici. Donc soit c'est une panique en mode 1987 sur les marchés financiers. Effectivement, tous les ordres stop ont été déclenchés et c'est fini. Hein, la purge est terminée. Soit on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond qui n'a rien à voir avec un petit crack en plein milieu d'un bull market. Et à ce moment-là, eh bien, c'est les prémices d'un bear market. Donc vraiment, ce niveau-là, il est absolument clé. Il est clé. Si on vient le casser et qu'on commence à évoluer en dessous, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que c'est terminé pour ce bull market. Si maintenant, on commence à vraiment bien consolider là, sur ces niveaux-là, là, vraiment, pendant l'été, hein, on risque de s'exposer à un nouvel accident positif de richesse au cours des prochaines semaines. J'ai une dernière chose à ajouter par rapport à toute l'effervescence qui a lieu, parce que c'est quand même quelque chose d'assez historique, hein, ce qui se passe en ce moment, tant au niveau hein, des décalages monstrueux qu'il y a sur les cryptos, que ce qui se passe en termes de sentiment de marché.
En 2017, quand j'étais avec ma petite chaîne YouTube, il y avait beaucoup moins de monde sur YouTube, il n'y avait pas toutes ces chaînes. euh, J'arrive pas à retirer ce... Voilà. Il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube sur les cryptos, sur les altcoins. Il y avait pas mal de chaînes de gamers. Hein. Donc, c'était des jeunes, des ados qui faisaient des vidéos en train de se filmer, en train de jouer. Et ils se taclaient les uns les autres. C'est vraiment la mentalité gamer. Et donc ça a été décalé au monde de l'investissement et des cryptos. Parce que le monde des altcoins et des cryptos, et on le sent, on le voit, elle est perçue comme vraiment un monde du jeu. Donc tous ces jeunes-là qui avaient 14 balais à l'époque, en 2017, ils sont un petit peu plus vieux maintenant, ils font des chaînes YouTube, ils continuent leur chaîne YouTube et ils continuent à tacler les gens à droite, à gauche et ils sont dans une émotionnalité qui est extrême. Et moi, ce que j'avais remarqué ici, là, j'en avais fait, d'ailleurs, j'en avais parlé pendant une grande conférence à Paris, que vous pouvez voir d'ailleurs sur mon site cédricfroment.com, hein, elle est disponible. J'expliquais que ici, quand j'avais fait ma vidéo Je revends mes bitcoins, je m'étais fait tacler dans tous les sens dans les commentaires. Et ça faisait plusieurs semaines que je parlais du fait qu'on était dans un potentiel top de marché. Peut-être que c'était juste un top intercycle, mais à mon sens, ça devenait chaud. Donc moi, j'avais pris le choix de revendre mes bitcoins. Et là, je m'étais fait tacler dans les commentaires. Et là, quand j'ai dit je revends mes bitcoins ici, je me suis pas du tout fait tacler dans mes commentaires. Et j'étais vraiment étonné. Je me suis simplement dit, bon bah, j'ai une communauté qui est ce que vous êtes, hein, qui est extrêmement bien éduquée, qui comprend les discours qui sont tenus dans cette vidéo hebdo, et c'est super plaisant. Sauf qu'en fait, je me suis fait tacler sur des vidéos YouTube à droite, à gauche. Moi, je regarde pas les autres vidéos YouTube, mais là, on en envoyait plein. On m'a dit, Cédric, regarde, lui, il a dit ça sur toi. Lui, il a dit que tu avais un petit zizi. Lui, il a dit que tu paniquais. Lui, il a dit que tu racontais n'importe quoi. Lui, et on m'a envoyé plein de trucs comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel là? En fait, les mecs sont plus dans ma zone de commentaires. Ils sont sur leur chaîne YouTube. Et puis, ils sont en mode gamer. Ils taclent à droite, à gauche. Ils racontent n'importe quoi. Ils savent même pas faire une analyse de marché. C'est devenu n'importe quoi. Et ce sentiment de marché là, qui était celui de 2007, en fait, bah, il est exactement le même ici. Et ça me fait redouter qu'on soit vraiment dans un top de marché. D'un point de vue technique, hein, je vous l'ai expliqué, mais tant qu'on est sur le bas de ce canal, c'est ok, on sauve les meubles. Là, il peut se passer les deux scénarios. Donc, le scénario consolidation et on repart sur une nouvelle vague haussière. Ça reste pérenne, hein, ce scénario est ok, mais par contre, d'un point de vue du sentiment des foules, vu qu'on est dans une émotionnalité extrême, ça, si je devais me référer pas à l'analyse technique, mais juste à l'indicateur d'émotivité, d'émotionnalité de ce qui se passe hein, auprès des intervenants et des gens qui suivent le Bitcoin et les cryptos, clairement top de marché, mais à 100%. Là, j'y mettrais mes deux mains à couper juste sur cet indicateur qu'on a fait le top de marché. Donc voilà, ça c'était aussi quelque chose de très important. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à la leçon qui est en train d'infliger le Bitcoin, parce que cette leçon, il y a deux possibilités. Soit vous dites ah c'est de la faute d'Elon Musk, de la Chine, de Intel, ils m'ont eu et j'ai tout perdu. Soit vous prenez les responsabilités de ce qui se passe et vous vous dites ok, c'est moi qui ai merdé, je suis rentré beaucoup trop haut, j'ai écouté mes émotions, j'ai écouté ce qu'on me disait à droite à gauche, la prochaine fois je ne referai pas ça. La prochaine fois que je ressens ce type d'émotion, je vais les interpréter non pas pour prendre une décision, mais pour savoir où j'en suis dans le cycle d'un trade qui doit être bien placé. Et un trade, c'est pas forcément sur les marchés financiers, c'est dans la vie aussi. Quand vous prenez des décisions, chaque décision doit vous exposer à une asymétrie positive. Et là, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les communautés YouTube. Imaginez que vous êtes à la tête d'une communauté de, je sais pas, 5, 10 000, 15 000 personnes qui vous suivent, qui ont confiance en vous. Vous faites de l'excellent contenu et c'est pour ça que ces personnes vous suivent chaque semaine. Maintenant, vous leur dites, là, ici, achetez du Bitcoin, conserver du Bitcoin, ça ne peut pas descendre. La problématique avec cette approche, c'est que, si ça descend et qu'on part en crack, en bear market, vous avez perdu votre communauté. Clairement, ça va être très compliqué de regagner la confiance et de vous justifier. Donc, si vous avez raison,
vous gagnez pas grand-chose, hein. On est dans un bull market, vous avez simplement dit maintenez vos positions, ça va encore monter, vous n'allez pas gagner grand-chose. Par contre, si vous avez tort, vous perdez tout. Et ça, c'est comme ça qu'on doit aborder ces arbitrages, ces prises de décision dans la vie. Donc, pile, je gagne rien, face, je perds tout. C'est une extrême mauvaise prise de décision dans la vie. Donc, quand on est sur une situation où le potentiel de hausse d'asymétrie positive, il est extrêmement limité et par contre, sur le bas, la symétrie négative, elle est fortement significative. On ne prend pas le pari de dire ou de mettre ses billes sur ce genre de contexte de vie ou de marché. Quand on fait un pari, quand on veut prendre une grande décision et exposer son entourage et soi-même, vous savez, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de décisions qui comptent, mais il y en a quelques-unes. Et ces quelques décisions, quand on les prend, il faut vraiment systématiquement, c'est pile, je gagne fortement et face, je perds très peu ou je perds rien. Mais oubliez littéralement toutes les prises de décision en mode pile, je gagne pas grand-chose et face, je peux tout perdre. Ça, ce genre de décision, vous ne les prenez pas, vous les laissez aux autres. Et on peut vous dire, petit zizi, machin truc, tu portes pas tes coronets, je sais pas quoi. Ok, vas-y, tiens, prends les décisions, vas-y, montre-moi à quel point ta vie est vertueuse et à quel point il se passe des choses incroyables. Mais vous réservez juste les bons paris. Et vous verrez que dans 10-15 ans, votre vie ne ressemblera pas du tout à toutes les autres personnes qui prennent systématiquement des paris avec des asymétries négatives, alors que vous aurez pris et sélectionné que les paris avec des asymétries positives. Et c'est en cela que la bourse, à mon sens, est une excellente école de la vie. Elle vous oblige, quelles que soient vos émotions, croyants sceptiques, croyants religieux, quel que soit ce que vous ressentez, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Des paris à forte asymétrie positive, pile je gagne beaucoup, face je perds très peu, voire rien du tout. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur toute cette partie. Ça clôturera un petit peu tout l'indicateur émotionnalité, réseaux sociaux, etc. J'étais obligé d'en parler puisque forcément il était à son comble ici et j'avais expliqué qu'ici c'était un incroyable indicateur pour savoir où étaient les tops de marché. Là, cet indicateur nous annonce un top de marché. Cet indicateur, clairement, c'est top de marché. L'analyse technique nous dit non, attends, on a encore un petit peu de potentialité pour repartir, donc on verra. Mais voilà, du coup, je voulais vraiment vous faire un bilan de tout ce qui me passe à l'esprit, tout ce que je ressens et comment j'interprète cet indicateur avec vous. Donc, indicateur qui peut être retranscrit dans plein d'autres thèmes de sa vie. J'oubliais une dernière chose. On n'a pas arrêté de me dire cette semaine, mais comment est-ce qu'on pouvait savoir que Elon Musk allait faire un discours et faire plonger le Bitcoin, puis après la Chine, etc., etc. Il était impossible, Cédric, de prévoir ces news. Effectivement, mais ces news, elles seraient intervenues en plein bull market, pendant la phase d'envol du Bitcoin, elles auraient été absorbées littéralement en 2 séances. Ça aurait fait chut, hop là, ce serait reparti directement à la hausse. D'ailleurs, toutes les respirations que vous avez vues sur le Bitcoin, les petites consolidations de l'ordre de moins 15%, c'est simplement des mauvaises news dans une tendance extrêmement haussière, positive, pleine d'optimisme, où on oublie les mauvaises news, on les absorbe en l'espace de quelques séances et par contre les bonnes news, on les amplifie. Et là, depuis le mouvement s'est affaibli, les mauvaises news ont commencé à avoir des impacts très très forts sur les marchés et les bonnes news beaucoup moins. Et là, comme on a une succession de mauvaises news, eh bien ça a enclenché une correction qui était extrêmement forte. Et un bear market, c'est l'opposé. Vous pouvez avoir des super bonnes news de très très grande qualité qui viennent littéralement changer les fondamentaux du sous-jacent. Ça ne va pas faire retourner la tendance. Et pendant ce même bear market, même marché baissier, vous pouvez avoir des mauvaises news, mais de piètre qualité qui en soi n'impactent pas vraiment les fondamentaux du sous-jacent, du Bitcoin ou de l'action que vous êtes en train de suivre. Et ça peut la faire dégringoler de moins 20, moins 30, moins 40% en 2 séances. Et là, vous allez vous dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Une mauvaise news qui n'a aucun poids sur les fondamentaux de l'actif, le fond dévissé de moins 40%. Par contre, une bonne news qui peut littéralement faire exploser x2, x3 l'actif, ne lui font prendre que 5%. Et ben voilà, tout est résumé. Il y a 3 états de marché.
un état de marché haussier, un état correctif et un état de marché baissier. Et l'impact des mêmes news en fonction du contexte de marché, eh bien ça va avoir un résultat différent tout simplement. Donc j'ai rouvert cette semaine ma formation sur le trading de news. Ça permet d'identifier tout simplement des actifs qui sont dans des bonnes phases de marché, qui ont des phases de psychologie des marchés, qui sont prêts à accueillir une news et que cette news tombe. Et ça concerne notamment toutes les entreprises américaines, européennes, quand il y a des publications de résultats, quand il y a des nouveaux contrats qui sont signés. Donc cette formation est une formation qui est complète. Je vous explique avec des screeners comment trouver ces opportunités, où entrer dessus, combien mettre dessus, comment suivre la tendance, le money management, tout est complètement expliqué de A à Z. Donc si vous voulez vraiment utiliser les news à votre avantage et arrêter de vous faire squeezer là par toutes ces news en mode Elon Musk, etc., tous les enfumeurs qui nous disent un coup c'est oui, un coup c'est non et qui vous font littéralement perdre des fortunes sur les marchés, et bien tout simplement formez-vous à faire de la spéculation sur les news et vous verrez votre vie va littéralement changer et surtout votre vision des marchés va littéralement changer. Donc le trading de news, c'est un système qui est basé sur une anomalie de marché qui détecte les news. Une anomalie de marché, c'est pas quelque chose que j'invente comme ça. Il y a toutes les études statistiques qui sont fournies. D'ailleurs, sur cette page, le lien est en description, vous allez pouvoir découvrir toutes ces études statistiques. Et ce sont les news pendant les bonnes phases de marché, sur les bons actifs qui sont dans certains contextes, qui vont déclencher des mouvements haussiers absolument dinguissimes. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout simplement cette formation. Voilà, je vous ai mis toutes les étapes, tout ce qui est fourni dedans. Mais voilà, le programme est ouvert jusqu'à demain soir minuit, dimanche minuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et j'y répondrai dans les heures qui viennent. Dernière chose, je suis en train de faire un grand tournant dans ma vie. Je vais vous partager ça lundi matin. Le mail s'intitulera « Je change de vie ». Si vous n'êtes pas inscrit sur mes emails privés, le lien est en description. Je pense changer littéralement tout, mais vraiment tout dans ma vie. C'est pas une punchline marketing ou quoi que ce soit, mais vous allez comprendre tout ce que je vous ai expliqué sur les asymétries positives, les prises de décision, etc. Juste avant, vis-à-vis du Bitcoin et des cryptos et des communautés, de ce qui se passe sur YouTube. Je me l'applique à moi-même. Donc de tous les 5, 6, 7 ans, il y a des grandes décisions qu'on doit prendre dans sa vie et qui vont faire littéralement qui vont fournir des résultats absolument démentiels. Donc quand on prend ce genre de décision, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et ce changement de vie, je vous en parlerai dans les emails de cette semaine. Je vous en parlerai lundi matin, donc je ne vais pas en parler publiquement sur cette vidéo hebdo YouTube, parce que ça relève quand même de la sphère privée, de la vie privée. Je vais aussi il y aura un mail qui sera incroyable, qui sera sur Dieu. S'il était gérant de portefeuille, s'il était trader, Dieu se serait fait virer depuis très longtemps par ses clients. Et je vais vous présenter une étude qui a été faite, qui est dingue. Cette étude est dingue. Ça nous fait repenser toutes nos exigences vis-à-vis des bourses, des marchés financiers, vis-à-vis de nos propres compétences tout simplement à générer de la performance sur les marchés. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps, que vous étiez Dieu, quelles seraient vos performances en bourse? On va faire le test et vous allez voir, le résultat va être très 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 étonnant. Donc voilà, bref, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste d'emails privés, le lien est en description et on continue cette vidéo. Analyse du SP500, donc voilà d'où vient le risque à mon sens pour cet été. J'ai ajusté le canal haussier, je l'ai un petit peu plus ajusté au cours et on a ce qu'on appelle un wedge. C'est un petit peu ce qu'on a eu sur le Bitcoin avant son écroulement, quelques semaines avant, et suite à la cassure de ce wedge sur le Bitcoin, c'est pour cette raison que j'étais sorti de position. Là, je préfère vous en parler directement avant la cassure de ce wedge, comme ça au moins vous saurez le pourquoi du comment. S'il y a une sortie de position qui se fait, elle se fait. Donc on a tout simplement une partie de ping-pong, je l'expliquais, qui s'est faite entre les acheteurs ici et les vendeurs. On est sur le haut du canal à très long terme et là on voit qu'il y a un affaiblissement tout simplement avec cette figure chartiste. C'est une figure d'affaiblissement d'une tendance haussière qui se fait sur une zone clé. Donc là il y a deux scénarios possibles. Le scénario on casse par le haut et puis on rempile, on accélère le momentum et on repart dans une nouvelle tendance haussière extrêmement forte pendant l'été jusqu'à la fin de l'année. Ça c'est le
le scénario où il se passe quelque chose d'un point de vue, je sais pas moi, macroéconomique. Alors tout le monde parle effectivement de la réouverture, du fait que tous les ménages sont pleins de cash et qui vont se mettre à consommer. La seule problématique par rapport à cet argument, c'est qu'à mon sens, en fait, il a été pricé ici dans les cours. À partir de cette zone-là, on s'est dit, ok, on distribue des chèques, les gens arrêtent de consommer, on constate que leurs comptes bancaires sont effectivement en train d'être considérablement augmenté par de l'épargne et que du coup tous les opérateurs se disaient bon dans quelques mois, dans quelques trimestres, quand ils vont réouvrir, eh bien ça va il va y avoir un pricing power de malade sur l'économie et tout ça à mon sens ça a été déjà pricé. Donc là, ce qui est en train d'émerger, c'est beaucoup plus les craintes autour de l'inflation, les chiffres de l'inflation, c'est vraiment tout le monde ne parle que de ça. Donc en général, c'est toujours la même idée, mais quand tous les médias et tout le monde n'a qu'une seule chose à la bouche, c'est qu'on est au pic de cette chose, de ce cycle, et que en principe on devrait corriger. Donc là, tout le monde ne parle que d'inflation, parce qu'effectivement les matières premières ont explosé, les chaînes de production ont été bloquées pendant le Covid, donc forcément, il y a la demande là qui arrive parce qu'il y a une réouverture, et pendant un an, toutes les chaînes de production ont été cassées, ont été stoppées, donc le prix des matières premières, le prix des instruments, le prix de tout, vu qu'il y a une pénurie, ça augmente et il y a un effet de contagion comme ça qui est en train de se matérialiser par une hausse de l'inflation à court terme. Je pense personnellement que cette inflation est en train de repartir sur le moyen long terme. On est en train de passer d'un cycle désinflationniste de 20-30 ans à un nouveau cycle inflationniste. Mais dans ce cycle inflationniste, c'est comme tout, ça ne monte pas en flèche. Il y a les cycles il y a des intercycles de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Et pour le moment, l'idée ce serait qu'on ait eu cette première vague de hausse d'un nouveau grand cycle inflationniste. Je ne parle pas du tout d'hyperinflation. Je parle simplement de retrouver des taux d'intérêt normalisé et une économie qui est beaucoup plus qui est beaucoup moins encadrée artificiellement par les actes des banques centrales. Donc potentiellement on est en train d'entrer dans un grand cycle comme ça. À court terme, on est sur le pic d'une vague inflationniste et ça stresse tout le monde. Du coup, si ce canal-là, ce wedge venait à casser par le bas, chose qui n'est pas encore arrivée, là on aurait quand même un signal technique qui serait validé d'affaiblissement et on pourra aller chercher cette zone-là, voire cette zone-là. Je vous rappelle qu'on a quand même eu un mouvement de hausse de l'ordre de, on a fait combien là, 85%. Donc faire une petite correction de l'ordre de moins 18% ou même de moins 24, moins 25%, c'est absolument pas déconnant et ça ne remet pas en cause à très long terme la tendance. Tant qu'on maintient à long terme cette zone de canal là, on est toujours sur un bull market à très long terme. Et cette zone de canal, ça représente une baisse de moins 30%. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Si cet été, ça corrige fort, je crains qu'on soit dans ce scénario-là, parce que vraiment, ce wedge qui arrive pile poil sur une zone dure, me fait comprendre que là, ça risque d'être chaud pendant l'été. Cependant, je le répète, on n'a toujours pas de signal de cassure du wedge. Par contre, si la semaine prochaine, la semaine d'après ou dans les semaines qui suivent, on casse le bas de ce wedge, là, on a vraiment notre alerte rouge maximale. Bref, voilà. Au moins, vous êtes alertés de ce qui se passe sur les marchés. On peut aller voir sur le Dow Jones, c'est exactement le même genre de situation. On a un magnifique wedge. Là, vous voyez que ici, là, cette semaine et la semaine dernière, on a réussi à rester dedans. Cependant, voilà, ça risque d'être compliqué là de casser par le haut, de faire une nouvelle accélération. Ça peut arriver, il peut se passer des déclarations, des choses un peu bizarres au niveau des banques centrales, des taux d'intérêt. Mais à mon sens, là, on va beaucoup plus renormaliser, temporiser la grosse vague haussière qu'on a eu depuis la crise Covid de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait parler aussi du Nasdaq, ça je vous avais déjà présenté l'histoire, mais voilà, le wedge c'est pas la même forme, on est beaucoup plus dans une figure de consolidation. Cependant voilà, le scénario à mon sens le plus probable encore une fois c'est tac et jute et donc affaire à suivre, on a, je le répète, aucune cassure pour le moment.
mais soyez prêts à accepter ce scénario. C'est très important d'accepter les deux scénarios possibles, hein. On casse par le haut, on accélère, mais à mon sens, le plus probable, c'est, vu qu'on est en train de vraiment de ralentir de plus en plus, c'est on casse par le bas et on corrige. Et ce serait bienvenu, ce serait extrêmement sain qu'on ait pendant l'été une bonne consolidation des marchés avant de repartir sur de bonnes bases à partir du mois de novembre 2021. Donc affaire à suivre en tout cas pour le moment, affaiblissement de la tendance et correction potentielle pour cet été. Allez, avant de nous quitter, petit rappel, hein, le programme Trading de News, il est réouvert jusqu'à demain soir, minuit, dimanche minuit. Le lien est en description. Donc, allez au moins jeter un coup d'œil sur cette page parce que vous allez au moins découvrir quelle est cette anomalie statistique que des chercheurs du monde entier ont découvert et ont recoupé et ont qualifié d'anomalie structurelle numéro 1 sur les actions. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement transposé cette découverte du monde des mathématiciens au monde réel des petits spéculateurs. Et donc ça, je vous l'apprends à le faire totalement avec une routine complète dans ce programme-là. Et deuxième chose, si vous n'êtes pas inscrit sur ma liste d'emails privés, le lien est en description. Je vais vous parler d'un grand changement de vie que je suis en train de mettre en place là en ce moment, et ça je vous expliquerai ça lundi matin dans l'email, et on parlera aussi des performances de Dieu s'il était trader, et vous découvrirez pourquoi il serait fait virer comme un malpropre s'il avait été gérant de portefeuille.